Donc en fait, on va maintenant enchaîner et on va terminer par les cocci-agras positifs. Donc les cocci-agras positifs, c'est un chapitre un peu long et un peu délicat. Il y a les staphes, il y a les streptocoques, les entérocoques. Donc ce que vous devez comprendre, à mon avis, c'est pourquoi on doit faire une lecture interprétative d'abord. Donc pourquoi la microbiologie ne doit pas s'arrêter à une lecture brute pour un antibiogramme. Donc d'abord, vous savez tous, je suppose qu'une lecture brute, c'est juste, donc c'est mesuré, que ce soit par une technique manuelle ou à l'aide d'un automate, donc le diamètre ou en fait la concentration minimale inhibitrice et mettre la valeur telle qu'elle est. Donc on est obligé là de ne pas rendre le résultat tel qu'il est et on doit passer obligatoirement par une lecture interprétative. Donc la lecture interprétative, en fait, va nous permettre de comparer le phénotype observé au phénotype connu. Il faut avoir une certaine connaissance. Donc on n'est pas là pour vous embêter et vous devez faire un petit effort parce que ça va vous servir pour toute la vie. Il faut avoir des connaissances concernant tout ce qui est mécanisme de résistance naturelle et les principaux mécanismes de résistance acquis. Et bien sûr les phénotypes pour pouvoir interpréter. Et bien sûr, en ayant ces connaissances, on peut déduire automatiquement et rapidement les mécanismes de résistance. Donc, comment on va faire cette lecture interprétative? Donc, en fonction du prélèvement, oui, certes, mais surtout, c'était en fait les anciennes recommandations, surtout en fonction du prélèvement, notamment en interprété en fonction, s'il s'agit de méningite ou, par exemple, pour les diamètres du pneumocoque, donc, ou autres sites infectieux, en fonction des synergies et des antagonismes, en fonction d'un test avec un antibiotique marqueur. Donnez-moi un exemple. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de mettre, par exemple, tous les disques de bêta-lactamine pour pouvoir interpréter la catégorisation de la souche, d'une souche vis-à-vis des bêta-lactamines. Donnez-moi un exemple, par exemple. Là, c'est foxité très bien pour pouvoir interpréter exactement le profil des staphylocoques vis-à-vis des bêta-lactamines. En fonction des tests supplémentaires aussi, on doit passer par, comme vous avez vu avec mes collègues, on doit faire des tests supplémentaires, donc la cloxa, les tests phénotypiques pour détection de carbophénémase, pour aussi compléter notre interprétation. Il faut aussi savoir qu'il y a des résistances croisées. On peut utiliser uniquement un seul antibiotique pour répondre aux autres, on va les voir, etc. Et surtout, il faut connaître qu'il y a des phénotypes impossibles pour ne pas rendre un résultat qui est donc impossible en fait. Donc, ce n'est pas suffisant alors de juste mettre la valeur qui est donc le résultat brut d'un antibiogramme. Donc, pour avoir une lecture interprétative, donc le biobiologiste, il faut y avoir certains il faut des critères, il faut une cohérence entre l'espèce bactérienne, l'antibiogramme par famille d'antibiotiques, donc Himata Okentrol comme base. Donc parfois, il faut revoir l'identification. Donc il faut cette cohérence. Il faut bien sûr détecter les phénotypes impossibles et il faut rechercher les résistances. Il y a des mécanismes de résistance qui sont insuffisamment exprimés avant de rendre le résultat. Donc moi, j'ai mis des cas cliniques, en fait, des cas cliniques qui sont en fait très facile. Donc on va commencer par le premier cas qui concerne un monsieur âgé de 17 ans qui se présente aux urgences pour fièvre avec impotence fonctionnelle du membre inférieur droit apparue depuis 48 heures. Donc cliniquement, il est fébrile à 39 degrés, il n'a pas de signe inflammatoire locaux, il a une douleur au niveau de la fesse droite. Cette douleur, elle est reproduite aux manœuvres de mobilisation du bassin. Et on a remarqué qu'il présente aussi une folliculite ancienne extensive du dos. Biologiquement, il a une hyperleucocytose à 21200, à prédominance polynucléaire, avec une CRP à 234, et le scanner abdominal a montré une sacroiléite droite. Donc en urgence, des hémocultures ont été effectuées.
acheminé rapidement au laboratoire et au bout de quelques heures, le tomate sonne et tous les flacons étaient positifs. L'examen direct a montré des cocci à grains positifs en amas. Alors, d'après vous, donc il s'agit très bien des staphylocoques. Est-ce que les staphylocoques sont résistants naturellement à une ou plusieurs de ces molécules? Les aminopénicillines, les quinolones, la phosphomycine, l'astréonam, la colistine. Donc vous voulez répondre? Donc, le staphylocoque est naturellement résistant à l'astréonam et la colistine. Donc, les staphylocoques sont résistants naturellement à l'astréonam et à la colistine. Et concernant la phospho et les quinolones, est-ce que vous avez une réponse? Je parle ici des staphylocoques d'une manière... Vous voulez répondre? Les staphylocoques sont naturellement résistants aux quinolones de première génération, l'acide nalidixique. Très bien. Pour la phospho, le Staph saprophyticus, il est résistant au phospho. Très bien. Donc pour la phospho, c'est uniquement Staph saprophyticus. Et pour les quinolones, ce sont les quinolones de première génération qui sont inefficaces. Donc bien sûr, notre référence, c'est le CAST donc, qui est aligné, donc c'est le CASFM qui est aligné en fait à le CAST. Et donc, il y a bien sûr le tableau, ce fameux tableau qui résume les résistances naturelles des principales espèces des staphylocoques. Donc, vous voyez qu'il y a, il y a la résistance naturelle de tous les cocci à grammes positifs. Donc, vous voyez qu'il y a des antibiotiques qui sont inefficaces pour les cocci à grammes positifs, notamment la polymyxine D, qui est la colistine, et malheureusement, je vois que des cliniciens qui sont en train de prescrire encore la colistine pour traiter les infections à cocci à grains positifs. D'après vous, pourquoi la colistine est inefficace pour traiter les infections à cocci à grains positifs? Le micro. Les polymyxines agissent sur l'hypopolysaccharide au niveau de la membrane externe des grammes négatifs et la membrane externe n'existe pas chez les grammes positifs. Très bien. Donc, la colistine va déstabiliser la structure des lipopolysaccharides de la membrane externe et va ainsi augmenter la perméabilité de la membrane externe pour aboutir donc à une bactéricidie rapide. Et ceci, donc, ce phénomène ne concerne que les bacilles à grammes négatifs. Et c'est pour cela que les cocci à grammes positifs ne peuvent pas être affectés par la colistine. Donc vous voyez aussi que les cocci à grammes positifs sont résistants, donc, concernant les bêta-lactamines, à l'astréonam, comme vous avez dit, à la ceftazidine et au mécilina. D'accord? Maintenant, au sein des espèces de staphylocoques, donc vous avez le Staph saprophyticus. Est-ce que c'est important de connaître que Staph saprophyticus est résistant à la phosphomycine? Donc il est responsable de quel type d'infection essentiellement? Donc les cystites, surtout des femmes jeunes. Et on sait très bien, est-ce qu'on peut traiter les cystites par la phospho? Oui, automatiquement. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce fameux, donc on tient compte souvent des entérobactéries et on prescrit donc la phospho, mais là, donc il y a aussi Staph saprophyticus qui est résistant naturellement et on peut avoir donc un échec thérapeutique tout simplement parce que donc on n'a même pas pensé à Staph saprophyticus qui peut être une cause qui est non négligeable des cystites. Donc, après 48 heures, le laboratoire vous rend l'antibiogramme de Staph aureus qui a été isolé au niveau des hémocultures. Donc, vous voyez que le résultat brut de la sensibilité concernant la pénicilline vous montre que c'est une souche qui est sensible à la pénicilline, que c'est une souche sensible à la céfoxytine
Et comment vous interprétez Est-ce que vous gardez la sensible? Est-ce que vous vérifiez un truc? Est-ce que vous n'avez pas de réponse? Donc vous avez une réponse. Et non, donc le micro, On doit vérifier le diamètre autour de la pénigée. très bien. Il faut voir la bordure autour du disque de la pénicilline G. Donc il faut voir l'aspect de la bordure. Comment alors vous allez interpréter? Si la bordure est floue, donc si vous avez un diamètre qui vous montre une sensibilité et vous avez une bordure qui est floue, donc vous gardez donc la même interprétation, c'est sensible. Si vous avez au contraire donc une bordure qui est nette, là vous devez modifier en résistance. Donc j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez utiliser le test chromogénique? Est-ce que vous pouvez utiliser le test chromogénique pour trancher? Est-ce que vous êtes en train de l'utiliser, ça? On l'utilisait. Parfois, il y a la cupule de pénis et on cherchait s'il y a donc une production de pénicillinase. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la production de pénicillinase. Donc, le test chromogénique n'est plus recommandé, il n'a pas une forte sensibilité, donc on peut passer à côté d'une production de pénicillinase, sachant que plus que 90% des souches de Staph aureus sont productrices de pénicillinase. Donc, c'est l'aspect de la bordure qui va vous aider à trancher. Pour les staph à coagulase négatif, donc actuellement, il n'existe pas de méthode fiable de détection de production de pénicillinase. Par contre, pour Staph saprophyticus, on peut utiliser un disque pour le dépistage, c'est le disque d'ampicilline. Et si on a un diamètre qui est supérieur ou égal à 18 mm, la souche est MEC A, on peut donc interpréter en fait amoxicilline et pipera S. Alors que si le diamètre est inférieur à 18, on va interpréter comme R. Et pour les autres bêta-lactamies, si vous n'avez pas 7 antibiogrammes concernant les bêta-lactamies, donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez alors vous avez une souche qui est résistante à la céfoxytine. Bien entendu, elle est résistante à la pénicilline G. Voilà. Donc, sur lecture brute, alors comment vous interprétez? Et pour l'oxacilline, R. Pour les autres bêta-lactamies, donc pour la pénicilline G, c'est R. Pour l'oxacilline, c'est R. Donc c'est une souche qui est catégorisée comme un Staph aureus, en fait Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, c'est un SARS. Pour les autres bêta-lactamies, sauf
Donc voilà, donc les céphalosporines sont-elles actives? Non, donc pour les céphalosporines de 5e génération, pour ceftaroline et ceftobiprol, il faut les tester séparément. Pour le fluoroquinolone maintenant, donc vous êtes devant une souche qui est sensible à la Norflo et de sensibilité intermédiaire à la Cipro. Donc sensibilité intermédiaire là, est-ce qu'on peut utiliser la Cipro? Pour les cliniciens, là, mais je pose la question. Allô? Si vous avez une réponse sur antibiogramme, éthique antibiogramme Staph aureus avec donc Norflo S Cipro I. Est-ce que vous pouvez utiliser la Cipro? Si elle a une indication, si le malade a une allergie, mais aussi la condition, il faut l'utiliser à forte posologie. Oui. Donc par contre, pour la Norflo S, on peut répandre automatiquement moxifloxacine S. La Cipro, donc on ne change pas la catégorisation concernant la Cipro, mais pour la moxi, donc elle suit la Norflo. Maintenant, si vous avez une souche qui est résistante à la Norflo, comment vous interprétez la Cipro et la Levo? Norflo R. Les microbiologistes. Donc, si donc le laboratoire vous répond que cette souche-là est résistante à la Norflo et elle est résistante à la Levo et de sensibilité intermédiaire à la Cipro. Comment vous interprétez? Donc on doit tester séparément les autres fluoroquinolones. Et si la Levo R si Norflo R, on doit utiliser, on doit en fait tester chaque molécule à part. Mais la Cipro qui est intermédiaire, on l'a rendue résistante. Parce que vous avez la Levo qui est R. Donc vous devez avoir aussi bien l'interprétation concernant la Norflo et la Levo. Famtouni. Donc si vous avez Norflo R, Levo S, vous gardez la Cipro comme souche de sensibilité intermédiaire et vous pouvez l'utiliser à forte posologie. Si vous avez Norflo R et Levo R, là, vous n'avez pas le droit d'utiliser la Cipro. Ni la Cipro, donc ni, en fait, c'est résistant à toutes les autres fluoroquinolones. Ni autres fluoroquinolones. C'est bon, la naudel? C'est bon. On passe aux aminosides maintenant. Donc, vous avez cette souche qui est résistante à la kanamycine par lecture brute, mais qui est sensible à Tobra et à la Junta. Donc, comment vous allez interpréter donc, le profil de cette souche vis-à-vis de ces aminosides et vis-à-vis de l'amicacine? Donc, c'est une souche qui reste résistante à la cana, reste sensible à la Tobra et à la Junta, et qui est résistante à l'amicacine, parce que l'amicacine, donc en fait, c'est la cana qui répond à l'amicacine. On n'a pas besoin de tester l'amicacine à part. Et si on a
une souche qui est de Staph aureus qui est résistante à la tobra uniquement. سمعتوهاش القصة je pense. Une souche qui est résistante à la tobramycine, elle serait résistante à la kanamycine amikacine et on garde la sensible pour la gentamycine. Très bien, parce que la tobra répond à la cana et à l'amicacine. Donc vous avez la cana qui répond à l'amicacine et la tobra qui répond à la kanamycine et à l'amicacine. Donc si vous avez ces souches-là maintenant, par lecture brute qui est résistante à tous les aminosides, pour la lectilmycine, donc vous avez, on garde donc les résistances, donc il n'y a pas, donc en fait on va garder bien sûr le résultat interprété comme R pour les aminosides, ces aminosides testés, et vous avez une souche qui est de Staph aureus qui est résistante à la genta, donc résistante à tous les aminosides sauf à la streptomycine. Donc on va passer maintenant aux glycopeptides. Donc vous savez qu'il y a donc 4 phénotypes de résistance aux glycopeptides, et ce qui est très important là, c'est qu'on doit en fait obligatoirement déterminer la CMI par technique de microdilution vis-à-vis des glycopeptides. Dans quel cas? Donc, notamment pour les staphes métières, parce que c'est une alternative thérapeutique très utilisée. Alors, vous avez donc une souche qui présente les valeurs de CMI donc à l'Avanco et à la TECO de 2 mg par litre. Donc pourquoi on a mis qu'il s'agit d'une souche de sensibilité diminuée et pas sensible? Donc c'est indiqué au-dessous là. Donc pour les souches de Staph aureus qui ont une CMI supérieure à 1, on peut, par technique de microdilution en milieu liquide, donc doivent être envoyés normalement dans un centre donc, de référence pour vérification de phénotype exact de résistance vis-à-vis des glycopeptides. Et on ne peut pas donc les rendre S automatiquement. Petit R. C'est pas fréquent, mais on les voit, on a vu en fait. On a des souches qui sont résistantes à la vanco et qui sont, c'est en fait, vous avez les souches, en fait, Visa qui sont vanco-intermédiaires à Staph aureus. Vous avez les souches Giza qui sont glycopeptides intermédiaires. Vous avez les hétérovisa. En fait, il y a une petite fraction qui est en fait de sensibilité diminuée, et vous avez les VRSA qui sont des vanco-R, donc des souches Staph aureus vanco-R. Et il y a là un haut niveau de résistance, et c'est un mécanisme qui est en fait différent des autres, mais ça existe. Pour les MLS maintenant, donc vous avez une souche qui est sensible à l'érythro, à la clinda et à la quinopristine d'alfopristine. Donc pour les autres, est-ce que vous pouvez interpréter donc, la sensibilité de ces souches vis-à-vis de l'azithro, de la claritro et à la roxy? Comment vous pouvez catégoriser cette souche?
Très bien. Donc, c'est sensible parce que l'érythro répond pour ces molécules. Et pour l'aspira, donc si vous avez une souche qui est résistante à l'érythro, sensible à la clinda et à la cnupristine, dalfopristine, est-ce que vous pouvez répondre à l'aspira? Est-ce que vous devez voir un autre mécanisme ou un autre phénotype sur antibiogramme? Donc, vous avez une souche de Staph aureus dont le diamètre est très réduit autour de l'érythro. Comment vous pouvez donc catégoriser le mécanisme de résistance? Est-ce que vous avez besoin de voir les quoi? Donc, vous allez chercher quoi exactement? Très bien. Une image d'induction. Ça s'appelle aussi image antagonisme. Entre quoi et quoi? Entre l'érythro et la clinda. Donc, s'il y a cette image, le phénotype de résistance c'est une MLSB, donc MLSB inductible. Et comment vous allez répandre? Donc, bien sûr, vous allez garder érythro, R. Et pour la clinda, donc si vous avez cette image, vous allez répandre avec un message. Très bien. Si vous n'avez pas donc bien sûr cette image, c'est sensible. Et pour l'association donc cnupristine, dalfopristine, c'est sensible. Donc le message, c'est quoi? Si vous avez cette image d'antagonisme, c'est qu'il y a des rares échecs cliniques, mais ça peut exister. Vous pouvez aller vers l'échec clinique si vous allez utiliser la clinda. Mais la question là, je la pose l'amiral Louisset. Est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce que en fait, si jamais ils ont reçu ce type d'antibiogramme, est-ce qu'ils ont utilisé la clinda? Je ne sais pas si les résidents peuvent me répondre. Oui. Je connais que l'utilisation de la clinda en Tunisie est très très limitée. En clinique, vraiment, dans les hôpitaux, ce n'est pas un antibiotique de première intention, il n'est pas toujours là. Donc en fait, ils tiennent en considération ce qu'on est en train d'écrire, mais puisqu'il y a l'indisponibilité de la molécule, déjà, elle n'est pas utilisée. Et même de consultation, je suppose, ils peuvent l'utiliser en consultation. Mais vous allez éviter, je suppose, parce que vous recevez ce message. Alors, maintenant, si vous avez une souche de Staph aureus qui est résistante à l'érythro, résistante à la clinda, d'emblée, donc avec un diamètre de 6, et vous avez donc une lecture de sensible avec un diamètre de 22 autour de la cnupristine, dalfopristine. Est-ce que vous allez changer l'interprétation et comment? Non, vous n'allez pas changer, mais c'est un message aussi peut-être à écrire ou à transmettre, c'est quoi? Parce que, quel est le mécanisme de résistance? C'est une MLSB constitutive, et l'MLSB constitutive touche la streptogrammine A, sachant que l'association cnupristine, dalfopristine, donc contient la streptogrammine A, c'est une streptogrammine A, donc cette association n'est plus bactéricide, il faut faire attention. Donc si on a besoin d'une antibiothérapie bactéricide, là, ça devient bactériocystique et on évite de l'utiliser. Voilà. Donc est-ce que vous êtes en train d'utiliser le linezolide? Ça, c'est bon. Dans quel cas?
Donc c'est un antibiotique qui appartient à la liste restrictive et bien sûr, on essaie de ne pas avoir des résistances vis-à-vis de cet antibiotique parce que c'est une molécule qui est très précieuse. Et en fait, l'indication, la principale indication, c'est les entérocoques résistants aux glycopeptides et les staph, et moins les staph résistants aux glycopeptides parce qu'on voit surtout les entérocoques, notamment Enterococcus faecium qui est résistant aux glycopeptides. C'est la principale indication. Bon, je suis devant une souche là qui a un diamètre qui répond à un résultat de sensible. Donc c'est une souche qui est sensible par lecture brute au linésolide. Donc d'habitude, Khaléo sensible. Mais en fait, selon les nouvelles recommandations, il faut relire après 48 heures et faire attention à l'aspect de la bordure. Donc pour les cyclines maintenant. Donc vous avez une souche qui est résistante à la tétra, sensible à la QG. Donc pour la minocycline. Donc tétra répond à la mino. Donc si c'était tétra sensible, c'est mino sensible. Et si tétra R, il faut tester. Est-ce qu'on peut tester la mino? Est-ce qu'on peut faire des CMI à la minocycline? Donc on peut faire des CMI à la doxy et on répond à la minocycline. D'accord? Donc pour la TG, donc les diamètres ne sont pas en fait valides pour les Staph aureus sensibles à la méticémie par exemple. Pour les SARM, donc il faut compléter par une CMI à la TG. Je ne sais pas si vous êtes en train de déterminer les CMI à la TG pour les SAR. Pour les entérobactéries, il faut le faire. Par contre, la question pour les acénitodes. Vous êtes bien sûr comme l'épidémie qui est en fait hospitalière, qui est nationale à Acénitobacter baumannii, multirésistant, qui est sensible uniquement à la coli. Est-ce que vous êtes en train de déterminer la CMI à la TG, sachant que c'est l'association, par exemple le Tacharnicode, c'est l'association coli-TG qui est l'association la plus fréquemment utilisée pour traiter ce type d'infection. Est-ce que vous êtes en train de déterminer la CMI à la TG pour Acénitobacter baumannii? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Pourquoi on ne détermine pas la CMI à la TG? Parce qu'il n'y a pas des valeurs standards en fait. Les sociétés savantes n'ont pas mis de valeurs standards. Donc, dans les recommandations, il n'y a pas de valeur standard pour les CMI à la TG. Mais juste on a remarqué donc, que par des essais cliniques, donc c'est efficace, c'est une association efficace, mais on n'arrive pas, les valeurs sont très très bas. Donc je crois que la supérieure à 2, c'est donc 3, entre 3, 4 et 5, ils n'ont pas pu limiter l'intervalle de sensibilité concernant la TG. Mais il y a des études qui sont en cours, comme des travaux, comme des thèses, qui sont en train de déterminer, là je me termine des études aussi, donc détermination des CMI à la TG, lorsqu'on utilise l'association TG-coli pour traiter les infections à Acénitobacter baumannii. En fait, il y a eu une thèse dans le service de réanimation. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que l'association, donc ils ont évalué l'association en fonction de l'évolution clinique. Ils ont comparé l'association coli-carbapénem, notamment coli-imipenem, et coli-TG. Ils ont trouvé que la coli-TG est beaucoup plus efficace que l'association coli-imipenem, mais on essaie d'avancer encore par détermination des CMI. Notamment la détermination de l'efficacité des associations in vitro.
valeurs de la digicycline sensible? Pour Staph aureus ou pour... Non, pour les études. Pour les études, tu dois déterminer la CMI exacte. Tu vas pas interpréter en fait ces sensibles. Tu n'as pas le droit. Tu peux faire le CMI 50%, 90%, ou tu peux faire donc les CMI sur ta population. Tu vas déterminer des valeurs de CMI et tu vas interpréter en fonction de l'évolution de tes patients. On va passer au deuxième cas clinique qui concerne un monsieur âgé de 63 ans qui consulte pour douleur lombaire gauche avec fièvre. À l'examen, ce patient est fébrile à 39,8 et il présente une douleur, une sensibilité de la fosse iliaque gauche avec une douleur à l'ébranlement, mais pas de contact lombaire. Donc, quel est le diagnostic? Donc, c'est une pyélonéphrite aiguë chez un homme. Donc, il a un syndrome inflammatoire biologique et il y a à l'échographie un cortex hyperéchogène avec absence de dilatation. Et au cortex hyperéchogène à gauche avec absence, donc ce n'est pas une PNA obstructive. Donc, je passe. Donc, vous allez, quel type de prélèvement vous allez demander? Donc, ECBU et des hémocultures, obligatoirement. Donc, le résultat de l'ECBU vous répond qu'il s'agit d'une infection urinaire, donc avec une surinterprétation significative, à Enterococcus fecalis. Et voilà l'antibiogramme avec des valeurs dans la colonne de résultats bruts. Donc, vous avez ici, c'est une souche qui est sensible à la majorité des antibiotiques testés. Donc, on va voir que cette souche, lorsque le résultat brut vous met que c'est sensible aux aminosides, comment vous allez interpréter? Sachant que les entérocoques sont résistants naturellement, donc c'est une résistance de bas niveau aux aminosides, donc vous devez obligatoirement répondre que c'est une souche qui est résistante de bas niveau aux aminosides. Et vous avez une souche qui est résistante à l'érythro. Donc ici, il y a des résistances communes entre toutes les espèces des entérocoques et il y a des résistances qui peuvent différencier les espèces au sein du genre Enterococcus. Notamment, vous avez la résistance à la vanco. Parfois, il y a une misidentification entre Gallinarium et Fecalis. Fecalis, je crois que est résistant à la vanco. Mais si en fait on fait attention, si on a une bonne identification, c'est un Gallinarium. Donc, quelles sont les principales résistances naturelles des entérocoques? Pour les bêta-lactamies surtout. Donc, si vous avez une PNA à Enterococcus et vous avez commencé par une céphalosporine de 3e génération, c'est le cas le plus souvent en fait. Vous commencez par une céphalosporine de 3e génération et si vous n'avez pas, généralement vous commencez par du claforan et vous, après 48 heures, donc vous avez un résultat qu'il s'agit d'un Enterococcus fecalis. Donc il faut savoir que ce sont des espèces qui sont résistantes naturellement aux céphalosporines de 3e génération notamment, donc, et 4e génération en fait. Toutes les céphalosporines, il faut faire attention. Donc, il faut changer, il faut switcher. Avec quoi il faut switcher? Donc, si on piscine sensible, on va voir, on peut même utiliser l'augmentant là. D'accord? Bon, cette souche est résistante à l'ampicilline. C'est un Enterococcus faecium, et sensibilité intermédiaire à l'imipenem. Est-ce que vous changez? Oui, parce que l'ampicilline répond pour l'amoxicilline, piperacilline et imipenem. Donc si on PR, l'imipenem
donc c'est la souche et Impenem R. Donc pour les fluoroquinolones, si vous avez une souche qui est sensible à la Norflo, alors elle est sensible donc, à la Cipro et à la Levo. Mais si elle est résistante à la Norflo, il faut tester chaque molécule à part. Pour les résistances donc, de haut niveau à la Junta, donc ça répond en fait à tous les aminosides. Donc si vous avez une résistance de haut niveau à la Junta, vous devez répondre résistance de haut niveau à tous les aminosides de haut niveau, sauf à la streptomycine. Donc pour les glycopeptides, il faut aussi voir, il ne faut pas se contenter de la lecture brute sensible, il faut vérifier l'aspect de la bordure, mais vous y axe staff. Donc si vous avez une bordure qui est d'aspect flou, il faut changer par résistant, donc le phénotype par résistant, et si vous avez la bordure qui est nette, donc il faut garder sensible. Comme je viens de dire, donc pour Gallinarium et Casselic flavus, donc ce sont des résistances naturelles. Donc on va rapidement terminer par un troisième cas clinique qui concerne un monsieur de 36 ans qui consulte aux urgences pour un syndrome infectieux avec altération de l'état de conscience. Le diagnostic de méningite a été évoqué et une ponction lombaire avec des hémocultures ont été effectuées. L'examen de la ponction en fait, a montré une hyperprotéinurachie, une hypoglycorachie avec donc une formule avec des globules blancs 3500 et prédominance PNL. Et l'examen direct vous a montré des cocci-A positifs anti-flu, donc c'est en faveur d'un pneumocoque. Donc après 48 heures, vous recevez 7 antibiogrammes. Donc je vous demande, d'abord on va voir les bêta-lactamies, comment vous allez interpréter donc le profil. Si vous avez donc un diamètre qui est inférieur au seuil, donc l'oxacilline là c'est le disque marqueur et vous devez répondre aux autres bêta-lactamies. Donc il y a eu un changement en 2021 en fait. Pour les diamètres inférieurs à 20, c'est-à-dire donc la souche est résistante à l'oxacilline, vous devez répondre que cette souche est résistante à la pénicilline G, mais pour les autres molécules, c'est pour les autres molécules que vous devez faire les DCI. Pour les fluoroquinolones, donc il ne faut pas tester la Levo, mais plutôt la Norflo. Et c'est en fonction du diamètre de la Norflo que vous allez répondre pour les autres fluoroquinolones. Donc si vous avez une souche qui est sensible à la Norflo, donc elle est sensible à la Moxi, mais vous devez voir si la Levo, si la Levo est intermédiaire, il faut la garder intermédiaire. Pour les MLS, donc il faut chercher aussi si est-ce qu'il y a antagonisme ou pas. Donc si il y a antagonisme, il faut changer la lambda en R, obligatoirement, c'est pas comme le staff. Et s'il n'y a pas d'antagonisme, bien sûr, il faut garder S. Sachant aussi que ici, l'érythro répond aussi à l'azithro, la claritro et à la roxy. Voilà, donc enfin, je termine pour vous dire qu'on ne vous embête pas pour donc, vous montrer tous ces antibiogrammes, pour insister sur la lecture interprétative, parce que vraiment, on va vers une impasse thérapeutique et en 2050, peut-être, on ne trouverait pas des antibiotiques pour traiter si on continue cette mauvaise stratégie de prescription. Donc la solution, c'est d'utiliser nos antibiotiques, tout simplement. Et donc, il faut travailler sur la prescription. Je vous remercie. Je vous demande si vous avez des questions.